Alors, kouros, c'est un mot grec qui signifie jeune homme. Et effectivement, comme vous pouvez voir, c'est un jeune homme qui n'est pas représentatif d'un jeune homme en particulier, mais qui est plutôt l'emblème de l'humanité tout entière. Alors, et cette statue est très très importante parce que même si elle nous apparaît un petit peu, de prime abord, un petit peu rigide, vous voyez que les proportions anatomiques ne sont pas vraiment respectées, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, la tête est beaucoup plus grande, effectivement, monsieur, que le reste du corps, donc les proportions sont absolument pas respectées. Les épaules sont très étroites, le torse également. Néanmoins, cette statue était totalement révolutionnaire à l'époque parce que ça marquait vraiment une avancée dans l'art de la sculpture par rapport à ce qui existait auparavant, et ça montrait l'intérêt des Grecs pour deux choses. Une notion d'ordre qui apparaît dans cette sculpture, et également une notion de vitalité et de ressemblance. Alors, je vous ai dit qu'elle marquait un point très important dans l'histoire de la sculpture. Les Grecs se sont inspirés des Égyptiens. Si après notre tour vous avez le temps de passer en Égypte, les Égyptiens faisaient déjà des sculptures en marbre depuis très longtemps. Néanmoins, et de même ici, les sculptures ont un pied en avant, les bras le long du corps. Néanmoins, les Égyptiens n'avaient pas réussi à détacher les sculptures de la pierre, et donc il y a toujours un pilier derrière, tandis que notre sculpteur grec a lui réussi à détacher cette sculpture. Et vous voyez que notre kouros tient debout sur ses deux pieds, de manière en parfait équilibre. Donc il y a ici vraiment une prouesse technologique de la part du sculpteur grec qui arrive à faire ça, et qui nous représente cette... Le royaume du Bénin, ça n'a rien à voir avec le pays, le Bénin, mais c'est un royaume qui est dans le pays Nigeria. Donc c'est une petite partie du Nigeria. C'est un royaume qui existe encore aujourd'hui, et l'art du Bénin est très particulier parce que c'est un art qui est réalisé avec des matériaux durables tels que l'ivoire, comme ce masque ici, ou le bronze, comme les plaques que j'ai derrière moi, et donc c'est totalement à part par rapport à l'art africain. D'habitude on pense sculpture en bois, matériau qui est totalement périssable, et du coup nous avons ici des objets qui datent du XVIe siècle, donc qui sont particulièrement vieux pour l'art africain. Cet art du Bénin est également un art qui est totalement dédié à présenter le caractère royal et divin du roi, donc en cela il est également à part. Alors, je voulais commencer par vous présenter ce masque, j'espère que tout le monde a une chance de le voir. Nous avons ici un masque en ivoire qui représente le visage d'une femme. Il s'agit de la reine Idia. De nouveau, comme tout à l'heure avec notre kouros, il ne faut pas chercher des traits de ressemblance avec une personne en particulier. Ici, le sculpteur a choisi de représenter un visage totalement idéalisé. Effectivement, vous voyez que c'est un visage qui est extrêmement fin, qui est très beau, très pur, un nez épaté, des lèvres ourlées. Vous voyez la finesse de la sculpture, les lèvres sont ouvertes, entrouvertes. Vous avez des yeux sur la pupille desquels il y avait des ajouts métalliques, sans doute pour renforcer le regard perçant de cette reine. De la même façon, vous aviez des plaques métalliques sur le front, et de part et d'autre, vous avez des traits de scarification. Vous savez que la scarification est symbole de beauté, 4 traits, symbole de beauté féminine. Puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la coiffure de la personne, de cette reine. Nous avons sur le devant ces petits cheveux crépus. Vous qui êtes sur le côté, vous voyez des petites tresses qui sont relevées ici derrière. Autour du cou, elle a un collier en perles de corail. Donc ça nous dit bien que c'est une reine parce que le corail était obtenu par commerce et c'était uniquement réservé au roi. Peintre américain qui a passé toute sa carrière ici, il est new-yorkais, il est né ici à West Nyack, sur le bord de la Hudson River, il a travaillé, il avait son atelier dans Greenwich Village, et l'été il allait Cape Cod ou sur la côte, donc très casanier. Et c'est un peintre, quand on parle de lui, on parle toujours du sentiment de solitude et d'isolement qui prévalent dans ses peintures. On a de la chance ici, nous en avons deux. Alors, plutôt que de vous présenter un tableau en particulier, je vais plutôt faire un dialogue entre les deux et vous me présenter des différents éléments qui sont très typiques de Hopper. Donc, on a parlé du sentiment de solitude et d'isolement. Il y a également son traitement de la lumière, qui est très important, et son traitement des formes géométriques et la manière dont il fait des plans coupés dans ses tableaux. Alors, celui-ci date de 1930, celui-ci de 1953, donc on va commencer par celui-ci. S'intitule Table for Ladies. Table for Ladies, ça a une petite histoire, c'est intéressant parce que toujours Hopper, il y a une petite histoire. C'est que jusqu'à présent, les femmes n'avaient pas le droit de dîner seules dans les restaurants, de sortir. Il n'y avait que les femmes de petite vertu qui allaient seules non escortées.
Mais après les Premières Guerres mondiales, les femmes commencent à travailler, donc elles ont besoin de déjeuner, de dîner. Et donc certains restaurants affichent Table for Ladies, c'est-à-dire qu'ils acceptent des femmes seules non escortées. Donc ce tableau est donc une réflexion un peu sur la société américaine de l'époque, c'est assez intéressant. 1889. Alors 1889, c'est une date très importante dans la carrière de Van Gogh. Comme toutes les dates, vous savez que Vincent Van Gogh a eu une carrière qui était extrêmement brève, mais très prolifique. Et, au début, il s'est cherché, il ne savait pas trop ce qu'il voulait être, il a été marchand d'art, il a été prédicateur, il faisait du prosélytisme, et puis au bout d'un moment, il décide de faire de l'art. Il commence sa carrière en Hollande, il a une peinture très très sombre, et il arrive à Paris où il va voir son frère Théo qui est marchand d'art, et là, il rencontre tout l'art impressionniste qui nous entoure, et sa palette explose, s'éclaircit énormément et change du tout au tout. Au bout d'un moment, il décide de partir à Arles à la recherche de la lumière du Sud et puis dans l'espoir de créer une communauté artistique, une école du Sud avec Gauguin, que nous avons derrière nous. Ça ne se passe pas très bien entre les deux très fortes personnalités. Gauguin s'en va et Van Gogh, qui a des grosses difficultés, qui est malade, accepte de se faire interner dans un hôpital psychiatrique à Saint-Rémy de Provence, à Saint-Paul-de-Mosson. Donc il y arrive en mai 1889. Au début, il est confiné dans l'hôpital et progressivement, il va avoir le droit de sortir sous bonne garde avec un infirmier. Et là, il découvre les paysages de Provence. Parce qu'à Arles, il avait vu les Arlésiens, il avait vu les gens de la ville. Tandis que là, il voit la Provence et il va se lancer dans une série de tableaux qui sont un ode à la Provence. Et celui-ci en est un parfait exemple. Il le trouve parfaitement réussi. Il y a ici différents symboles de la Provence. Nous avons déjà les oliviers. Vous voyez qu'à la même époque, il a peint 2 oliveraies de chaque côté. Les oliviers, vous sentez bien le Mistral. Les cyprès, l'on retrouve un petit peu partout en Provence. Et puis les alpilles à l'arrière-plan. Alors Edgar Degas, on le connaît bien. On sait que c'est souvent appelé le peintre des danseuses. Et on le connaît surtout pour ses huiles ou ces pastels de danseuses, comme nous avons ici sur le mur derrière. Et vous voyez les danseuses qui sont le plus souvent d'ailleurs, non pas représentées sur scène, mais plutôt à l'exercice, comme à droite à la barre en train de s'étirer, ou à la gauche avec le professeur qui est debout sur son bâton et qui bat la mesure. Mais Degas a également été sculpteur, il est moins connu pour cet aspect-là. Cette petite danseuse de 14 ans est la seule sculpture qu'il va jamais exposer de son vivant. Et c'est également sa plus grande sculpture. Alors, aujourd'hui, elle nous paraît tout à fait charmante, on l'aime beaucoup, mais en fait, de son vivant, lorsqu'elle a été exposée pour la première fois, elle a soulevé un tollé général, créé un scandale. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, on sait très bien de qui il s'agit. Cette petite danseuse, il s'agit de Marie van Goethem. Marie van Goethem, elle était fille d'un tailleur belge. Sa mère était lavandière. Et lavandière, c'était ces fortes femmes, on est en 1880, qui allaient au lavoir et qui se battaient avec leur linge et leur battoir. Donc il y avait le verbe haut. Marie et ses 2 sœurs donc, sont issues d'un milieu très populaire et étaient toutes les 3 petits rats à l'Opéra de Paris. À l'époque, 1880, on ne parlait pas de travail et de loi sur le travail des enfants. Donc aujourd'hui, déjà, c'est quelque chose de très très difficile, hein, un sacrifice énorme pour toutes ces danseuses, mais imaginez à l'époque. Pour arrondir tout ça de moi, Marie peut poser également pour Degas. Dans la salle d'à côté, si vous avez l'occasion après, nous avons des pastels où vous retrouvez Marie, où on la reconnaît extrêmement bien. Donc ici, Marie, effectivement, n'est pas en train de danser, mais elle est plutôt en train de s'étirer. Regardez sa position, elle a les pieds en 4e position, mais le poids du corps est sur la jambe arrière, elle a les bras tirés en arrière, les mains qui sont entrecroisées, les doigts entrecroisés dans le dos, sa tête est relevée, les yeux sont fermés. Elle n'est pas vraiment souriante, elle n'est pas gracieuse, on sent que c'est une position qui est difficile à tenir, hein, la pose est difficile à tenir. Donc elle est vêtue juste au corps, d'un véritable tutu ici en coton, et puis regardez les détails, le petit garçon, on passe une petite danseuse, je sais pas si on a un petit garçon, qui s'intitule Don Manuel Osorio Valdez de Zúñiga. Alors, voici, on n'a pas du tout un petit garçon d'un milieu populaire. Hein. Vous voyez bien qu'il est extrêmement, très richement vêtu, ce petit vêtement rouge qui est absolument super et extraordinaire, c'est cette collerette en dentelle autour du cou et puis cette ceinture en soie avec ce nœud magnifique dans lequel on voit toute la prouesse et la délicatesse du pinceau de Goya qui d'ailleurs laisse passer le rouge du vêtement sous la dentelle du col.
Alors, dans le manuel, il est fait dans une pièce. La lumière a un rôle important, elle vient d'en haut à gauche, vous voyez qu'elle vient éclairer le petit garçon. C'est une lumière qui est assez froide, crue, elle l'éclaire par derrière et elle crée des contrastes très forts. Regardez, entre le visage est assez blanc, plutôt un teint de porcelaine, qui contraste avec le marron des yeux, l'auréole marron du visage. De la même façon, on a ce contraste entre le blanc de la dentelle et le rouge du vêtement, donc on a ces clashs de couleurs très importants. Le petit garçon donc, est debout, il tient à la main une ficelle et il a de part et d'autre des animaux de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il a au bout de sa ficelle? Et c'est quoi comme oiseau? Une pie, oui, c'est une pie, exactement. Alors pourquoi une pie? Parce qu'une pie, c'était un animal de compagnie déjà depuis le Moyen-Âge. Vraisemblablement parce qu'on l'a tout, mais si vous avez le temps, vous partez, vous avez en particulier un autoportrait de Rembrandt qui date à peu près de la même période, c'est très intéressant. Ce tableau s'intitule Aristote avec le buste d'Homère. Donc nous avons effectivement Aristote, le grand philosophe grec, qui est là, debout, au centre du tableau, et qui a sa main droite posée délicatement sur le buste d'Homère, le célèbre poète de l'Antiquité. Alors, on a parlé de la lumière beaucoup avec le tableau avec Hopper, avec Goya. Ici, la lumière joue également un rôle très important. Rembrandt est très connu pour sa technique, sa maîtrise du chiaroscuro, cette technique du clair-obscur. Et vous allez voir qu'on va suivre la lumière et qu'il a créé dans son tableau un chemin de lumière qui nous donne une clé de l'exception. Alors la lumière vient comme dans le tableau là, en haut à gauche, elle vient éclairer certaines parties du tableau. Et on va la suivre. Donc elle arrive en haut à gauche, elle éclaire tout d'abord le buste d'Homère, la main d'Aristote, et ensuite That's an accurate copy of the original frame. But somehow it's been lost, and one wonders how you lose 3,000 frames. On est vraiment là avec des bouts qui a fait ça. Et nos petits filaments, c'est des grilles rectangulaires, carrées. Là, il nous a fait des ronds. Sculpture, qui va revenir devant ici, pas une sculpture, un couronne. Ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est des statues de jeunes hommes. Celle-ci a été réalisée par un artiste japano-américain qui s'appelle Isamu Noguchi en 1945. Alors, en tournant autour, ce matin, on a vu juste une sculpture, une petite danseuse, mais c'est une sculpture qui était assez compacte, faite en un seul morceau. Lorsque vous allez tourner autour, vous allez voir qu'on voit à travers cette sculpture. On voit à travers, et ça n'a pas été sculpté à partir d'un seul morceau de marbre, mais c'est un assemblage de plusieurs plaques qui ont été mises les unes avec les autres. Le musée nous dit que si on sort une seule de ces plaques, l'ensemble va s'écrouler. Donc on a ici un équilibre qui est précaire. C'est la qui s'appelle Jackson Pollock, qui a été créé en 1950. Alors, déjà, quand on le voit, quel adjectif qu'on pourrait donner déjà dans ce tableau? Comment? Le graffiti, ouais. Alors, déjà, s'il y a juste un adjectif pour qualifier cette toile. On va de mots. Fouillis. Brouillon, ouais. Fouillis. Fouillis, effectivement. Fouillis, brouillon, on ne sait pas trop où regarder, on ne sait pas dont il s'agit.